La question s'est souvent posée de comment on peut faire en sorte que les représentants, les politiques, puissent être ceux qui entendent et portent aussi la volonté citoyenne, au lieu de porter seulement certaines aspirations et certaines volontés. Donc, ce qui est fait ici par la profession de médiateur, c'est de vous donner l'occasion de pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire ce que vous pensez de la situation que vous êtes en train de vivre. Progressivement, je constitue l'équipe des intervenants. Là, vous voyez peut-être tous Serge Haribo. Serge Haribo qui va représenter aussi la Martinique avec tout le mouvement social, avec donc Ivan Goua de Guyane. Trop Violence, c'est Gabi Clavier, Elie Demota pour représenter la Guadeloupe, avec maintenant le docteur Alix Moulanier. Je vois arriver mon ami Hilaire Annonay, le docteur Fernand Debat, le député Jean-Philippe Milor. Au passage, je ne peux pas ne pas remercier toute l'action qui a été menée de coordination par Hilaire Annonay et également par Raphaël Goulding, qui a fait un gros travail de coordination. C'est énorme, puisque ça permet aussi de s'entendre, de se parler, de communiquer et de pouvoir conduire une discussion citoyenne de cette qualité-là. De toute évidence, tout le monde n'est pas d'accord avec les grandes orientations qui ont été prises. Alors, si vous voulez bien, en premier temps, le déroulement, on a prévu que le docteur Alix Moulanier interviendrait. Je vous remercie, docteur. Bonjour, merci de m'accueillir, Jean-Louis. Merci à tous les participants. Je suis tellement fière et honorée d'être présente ici ce matin. Alors, rapidement, je suis un médecin généraliste normal, je dirais. Et ma vocation première, c'est d'aider mes concitoyens et aider les gens qui viennent me consulter à garder leur santé ou à retrouver la santé. Et je tiens à déclarer ici que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucun laboratoire, quel qu'il soit. La source de mes propos, bien sûr, c'est des sources officielles, le dictionnaire Vidal, le MA, enfin, des sources officielles. Je n'invente rien et je suis juste, je cherche à expliquer des choses qui, pour l'instant, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, n'ont pas encore grand sens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que alors que les études sur les précédents vaccins en place actuellement et données dans les centres de vaccination sont encore en cours, puisque aucune étude n'est terminée, il faut le savoir. Le 20 décembre dernier, l'Agence européenne du médicament s'est prononcée favorablement pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, une fois de plus, du vaccin Nuvaxovid, qui est donc ce nouveau vaccin développé par la firme Novavax. Et dans le Vidal, on trouve qu'une des indications justement et du pourquoi de la mise sur le marché de ce vaccin, eh bien, c'est pour permettre une plus large vaccination des personnes, des populations réticentes à la prise du vaccin Pfizer, qui est un vaccin à ARN. Donc, ce vaccin se veut être un vaccin classique, connu, il n'est pas connu puisqu'il est nouveau, mais en tout cas utilisant des technologies, des technicités tout à fait classiques. Or, il apparaît que ce vaccin, certes, est basé sur une technologie différente de la technologie utilisée par le vaccin Pfizer, qui est un vaccin à ARN, puisqu'il s'agit d'un vaccin à protéines recombinantes qui utilise donc la protéine spike, qui est cette petite protéine qui entoure le virus, qui lui donne ces petites spicules. Et il utilise cette protéine associée à un adjuvant. L'adjuvant s'appelle Matrix M. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette construction, je vais dire que par rapport au vaccin classique de Pfizer, le Nuvaxovid, en fait, contient exactement la même protéine spike. C'est cette protéine qui va être libérée dans l'organisme de la personne injectée. La seule différence, c'est que dans le vaccin Pfizer, la fabrication de cette protéine spike est initiée et synthétisée par l'organisme humain, alors que dans le nouveau vaccin Nuvaxovid, cette protéine spike est synthétisée en laboratoire par une chenille du maïs,
Et puis ensuite, elle est enveloppée dans des nanoparticules lipidiques synthétiques, et c'est bien ça dont on va peut-être un peu plus parler aujourd'hui, et parce que certains composants de ces nanoparticules sont potentiellement toxiques. Et en fait, ces petites particules qui sont plus petites qu'une particule virale sont des particules qui sont en cours d'étude. Il y a quelques études sur ces nanoparticules qu'on retrouve aussi parfois dans l'alimentation, qu'on retrouve dans des produits environnementaux, je dirais les peintures, certains solvants. Et ces petites protéines, en fait, une fois qu'elles pénètrent dans votre organisme, elles sont susceptibles d'être transportées et redistribuées dans différents organes, et notamment au niveau du cerveau. Et ce qu'elles vont produire, c'est qu'elles vont interagir, elles peuvent interagir avec nos cellules, entraînant ainsi des phénomènes oxydatifs, de l'inflammation, des dommages au niveau de l'ADN, et parfois une mort cellulaire par apoptose. Donc, dans les fiches produits que je suis allée chercher concernant ces nanoparticules, pour certaines d'entre elles, il est noté qu'elles sont potentiellement cancérigènes, qu'elles sont potentiellement toxiques, notamment sur la fertilité et autres. Sur ce nouveau vaccin, Nuvaxovid, parce que c'est surtout celui-là dont je vais parler, parce qu'on a déjà beaucoup parlé du Pfizer, avec les risques sur une potentielle une possibilité que cet ARN vienne ensuite modifier le génome de nos cellules. Donc, sur le Nuvaxovid, a priori, il n'y a pas ce genre de risque. Mais il reste encore beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'évolution du taux de protection dans le temps conféré par cette vaccination. Ce que l'on sait, c'est qu'il devrait comporter donc 2 injections à quelques semaines d'intervalle et un rappel. Mais pour le moment, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, ne recommande pas l'administration de Nuvaxovid comme vaccin de rappel. Cela signifie quoi? Ça signifie que quand ici en Martinique, on nous dit on vous propose un vaccin complètement différent, sans risque, si vous craignez d'avoir des problèmes avec le vaccin Pfizer, ben quelque part, il faut aller jusqu'au bout du processus. S'il nous faut, au bout de la 3e dose, prendre de nouveau du Pfizer parce que le Nuvaxovid n'a pas été reconnu comme efficace au niveau de la dose de rappel, ben je pense que c'est quelque part ne pas donner toute l'information aux gens et en tout cas ne pas leur permettre un consentement éclairé que requiert normalement toute injection de produits en cours d'étude. Alors, autre chose, c'est qu'on ne sait pas encore quel est l'effet de Nuvaxovid sur les infections asymptomatiques par SARS-CoV-2. Vous savez comme moi que nombreuses sont les personnes qui viennent au cabinet, me disent ne jamais avoir eu le Covid. Et je leur dis, bon, sait-on jamais, allons faire une sérologie. Et finalement, au bout du compte, quand on fait une recherche dans le sang des anticorps anti-Covid, elles en ont. Donc, nombreuses sont les personnes qui ont des infections asymptomatiques. On ne sait pas comment ces gens vont réagir au Nuvaxovid. Et puis surtout, on ne sait pas si ce vaccin a une efficacité sur la transmission. Alors, la question que moi, je me pose, et je n'ai pas la réponse, si quelqu'un là au cours de l'émission, ben, je suis preneuse, je me demande toujours de quoi il est question. Est-ce qu'on veut vraiment protéger la population? Auquel cas, si c'est le cas, il faudrait effectivement être sûr que ce que nous lui injectons, ce que nous lui proposons à l'injection, la protège bien de cette transmission, de cette infection, ou bien est-ce simplement inoculer aux gens un vaccin pour leur mettre un vaccin dans le sang? Voilà, je n'ai pas la réponse. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas non plus quelle est la protection conférée par ce vaccin contre les variants Delta et Omicron. On n'en sait rien. Et dans le Vidal, il est dit qu'il faut les personnes qui vont être injectées vont devoir être suivies pendant à peu près 2 ans pour recueillir plus d'informations sur la durée de protection. En fait, une fois de plus, on nous propose d'être des cobayes et de participer en toute normalement connaissance de cause à une étude. Et puis surtout, on ne sait pas du tout quel est le risque sur les femmes enceintes et sur les enfants. Et aujourd'hui, une étude clinique a noté un déséquilibre dans le nombre d'avortements spontanés chez les femmes enceintes du groupe vacciné
6 sur 10, en comparaison avec celle du groupe placebo, 1 sur 10. Plus spécifiquement, aux Antilles, on a un vrai problème. On a déjà été, je dirais, trompés, je vais te dire, les mots sont forts, hein, trahis, et nous avons donc une imprégnation de plus de 92% de la population par le chlordécone. Et on sait que ce chlordécone modifie le profil immunologique de la population antillaise. La question que j'ai posée lors d'un atelier santé au président de l'ARS, au directeur de l'ARS et à monsieur le préfet, c'est: nous avons besoin d'études pour savoir si la population martiniquaise, déjà immunologiquement perturbée, peut prendre des vaccins qui vont de toute façon altérer, modifier, transformer leur immunité. Et ça, c'est vraiment une question importante. Nous avons beaucoup aussi en Martinique d'endométriose. Or, on sait que le vaccin Pfizer, comme le Nuvaxovid, provoque des métrorragies importantes, peut aggraver éventuellement une endométriose. Est-ce vraiment utile de faire prendre ce risque à notre population, aux femmes, sachant que cette maladie, et j'en finirai avec ces propos, n'est pas en fait une pandémie, mais vraiment une syndémie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? La syndémie, c'est une épidémie qui tire sa gravité de l'état de santé du patient qui va attraper, développer la pathologie. C'est-à-dire que en dehors d'un état de santé de comorbidité, d'un état de santé fragilisé, le Covid, c'est une maladie bénigne. Aujourd'hui, c'est une maladie bénigne, c'est une maladie que nous pouvons et que nous avons, quand je dis nous, c'est quelques médecins, hélas pas suffisamment, traiter de façon précoce et avec de très, très bons résultats, même sur des personnes avec une santé fragile. Voilà. Alors, j'en finis là. Je crois que mon petit minuteur a sonné. Je vous remercie et peut-être que je reviendrai plus tard. Oui. Merci. Oui, vous reviendrez plus tard. Je vous remercie pour ces premières informations qui, en fait, portent le sujet comme étant un sujet à interrogation. Il ne semble pas que, selon ce que vous dites, et au travers des informations que vous nous apportez, ce soit prudent d'utiliser des vaccins sans qu'on sache quelles sont les conséquences. En fait, il n'y a pas eu suffisamment d'expérimentation. Et quand vous rajoutez l'inquiétude qu'il y a eu, le climat d'inquiétude qu'il y a eu avec le chlordécone, c'est vrai que là, on peut se dire qu'il peut y avoir à la fois une dimension émotionnelle d'inquiétude, mais sur le plan scientifique, il n'y a rien eu de validé. Donc, c'est vrai que là, le rôle des médecins peut être délicat pour pouvoir dire « je vais vous conseiller quelque chose dont je suis sûr ». Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous risquez d'engager, même au-delà de la morale, votre responsabilité éthique. Est-ce que c'est ça qui vous retient? Je vous redonne un instant la parole. Oui, rapidement, effectivement, j'ai vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de ne pas nuire. Or, dans cette situation, il est très difficile de pouvoir affirmer que non, prenez ce traitement, vous n'aurez aucun effet indésirable. Ce n'est pas possible, puisque d'ailleurs, les effets indésirables, on les voit, même s'ils ne sont pas suffisamment relayés et qu'on n'en parle pas, il y a des effets indésirables, il y a un risque, mais comme dans toute prise de médicaments. Et donc, aujourd'hui, il faut être prudent. Nous savons qu'il y a eu de précédents scandales, notamment avec le Distilbène, notamment avec l'isoméride, notamment, et c'est parfois au bout de 20, 30, 40 ans que les effets indésirables se sont fait entendre. Donc, il faut vraiment, la médecine, c'est ça, c'est bénéfice-risque. Est-ce que cette patiente a un risque à prendre cette injection qui, en plus, n'est pas tout à fait encore maîtrisée dans tous ses effets, ni bénéfiques, ni délétères. Merci beaucoup, docteur. Docteur Alix Moulanier, de nous avoir donné ces informations. Et puis peut-être qu'à un moment donné, dans le cours de l'émission, vous aurez l'occasion de revenir. En tout cas, à la fin, il est prévu que vous réinterveniez. Je vous remercie beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir cette fois-ci les représentants du mouvement de Guadeloupe, dont Élie Domota, dont vous avez entendu parler, que tous ceux qui suivent l'actualité en Guadeloupe depuis longtemps, vous avez pu entendre parler d'Élie Domota, qui est le leader de ce mouvement social, mais un leader
Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est responsable de ce qui se passe. Un leader, c'est quelqu'un qui porte la parole d'un ensemble de personnes. Et à partir du moment où il y a autant, s'il vous plaît, vous pourriez couper les micros qui font parasite. Jean-Bruno, tu pourrais t'occuper de voir ça. Merci beaucoup. Je coupe les micros de personnes qui arrivent. Merci. Donc, je vais donner la parole à Élie de Mottat qui va nous dire ce qui se passe pour lui et pour son mouvement. Il est là avec Gaby Clavier, qui est une autre figure de ce mouvement social. C'est pas nouveau. La Guadeloupe, ça fait longtemps. La Martinique, la Guyane, ça fait longtemps qu'il y a des revendications. Vous n'êtes pas entendus. À chaque fois, il faut remettre les manifestations. Vous êtes accusés de violence. Or, qui est-ce qui provoque? Je veux dire, si jamais il y a des violences, il y a bien une motivation, une provocation. Et ce qui est sanctionné, c'est souvent la conséquence et non pas la cause. Comme si les citoyens avaient un jeu plaisant à pouvoir manifester, à vouloir contester. Donc, je vous donne la parole, Élie de Mottat, et je vous remercie d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à notre émission et à ce moment de partage où vous allez pouvoir nous dire plusieurs choses, si vous voulez bien, ce qui fait le mouvement social aujourd'hui, la motivation, et puis aussi, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous ce qui vous motive pour être toujours à la tête de ce mouvement, et c'est pas parce que ce n'est pas facile d'assumer tout le temps les retours, puisque vous avez même été mis en cause, et vous nous parlerez aussi de ce moment-là où vous avez été mis en cause et vous avez un procès prochainement, où vous avez été mis en cause pour violence, alors qu'on a tous vu les vidéos, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi j'ai vu des vidéos et manifestement, vous étiez les mains levées et en train de dire « je passe » à ce moment-là, et il semblerait que vous ayez été mis en cause pour des actes de violence. Donc ça, c'est après, si vous voulez bien, le mouvement social en Guadeloupe. Qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? Mes excuses pour ce petit retard, mais j'ai toujours des soucis avec mes appareils. Donc, je suis à la fois sur le téléphone portable et sur l'ordinateur. Vous savez, dès le début de l'apparition de cette pandémie, nous sommes en décembre 2019, janvier 2020, nous sommes alertés par la situation mondiale en Chine, puis en Iran, puis en Europe, et d'autant plus alertés que nous avons un système de santé qui est défaillant. Depuis novembre 2017, le CHU a subi un incendie et depuis 2017, cet incendie est venu se rajouter à un dysfonctionnement généralisé des services de soins. Et donc, la pandémie arrive en Europe. Nous alertons les autorités préfectorales, nous alertons l'ARS pour leur dire, tenant compte de la situation fragile de l'appareil hospitalier en Guadeloupe, tenant compte du désert médical qui existe en Guadeloupe, tenant compte des comorbidités de la drépanocytose, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, de l'obésité qui frappe pratiquement un quart de la population guadeloupéenne, nous devons dès à présent réfléchir aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan opérationnel comment protéger la Guadeloupe. Et les premières propositions qui ont été avancées par nous, c'est de faire en sorte qu'au port et à l'aéroport, qu'il y ait des restrictions particulières pour faire en sorte de protéger au mieux la population. Le deuxième groupe de propositions, c'est rassembler les personnes qui peuvent réfléchir d'ores et déjà, tenant compte des informations qui viennent d'Iran, qui viennent de Chine, qui viennent des premiers pays qui sont touchés, mais quels sont les traitements, quels sont les moyens, quelles sont les préventions qu'on peut mettre en œuvre pour commencer à faire face à cette pandémie. Bien évidemment, nous ne sommes pas écoutés puisque nous ne sommes pas médecins, nous n'habitons pas Paris, ni Bruxelles, ni Strasbourg, donc nous ne sommes pas écoutés et le gouvernement va mettre sur pied son plan, un plan qui ne fonctionne pas du tout. Nous attaquons les services de l'État devant le tribunal administratif. Nous sommes en mars 2020 afin de demander que
l'hôpital en Guadeloupe soit doté d'hydroxychloroquine, d'azithromycine pour véritablement protéger la population, d'après les informations que nous avons, de part de l'IHU Méditerranée du professeur Raoult, mais également en provenance de Chine et de d'autres pays qui sont touchés par la pandémie. L'hydroxychloroquine, administrée dès les premiers symptômes, accompagnée du Zithromax, peut aider à surmonter cette infection. Alors, nous obtenons gain de cause devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le CHU de Guadeloupe va compléter son stock d'hydroxychloroquine. D'ailleurs, le directeur du CHU, la présidente du CME du CHU seront tous les deux traités à l'hydroxychloroquine et au Zithromax parce qu'ils vont se faire infecter. Malheureusement, quelques semaines plus tard, le gouvernement fait appel devant le Conseil d'État, fait un recours devant le Conseil d'État et cette décision est annulée. Mais entre-temps, en Guadeloupe, il est mis sur pied un protocole visant à prioriser les personnes qui sont atteintes de comorbidité. Comme je viens de l'indiquer, les personnes obèses, les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes atteintes de drépanocytose, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Ces gens-là font l'objet d'un traitement particulier car ce sont les plus vulnérables. Dès l'apparition des premiers symptômes, ces gens-là sont normalement dirigés au CHU, en hôpital du jour, et sont immédiatement traités à l'hydroxychloroquine et au Zithromax. Alors, ce protocole, je crois qu'il va nous permettre de passer la première ou deuxième vague, enfin la vague de janvier à août 2020, va nous permettre de passer cette phase avec pas trop d'incidents particuliers. Et nous savons bien qu'il y a une attaque en règle à la fin du mois de mars 2020 contre l'hydroxychloroquine. Et d'ailleurs, des médecins sont même interdits de prescrire. Et donc, fin août, en Guadeloupe, décision est prise. Et là, c'est quelque chose de stupé qui nous a surpris. Décision est prise, j'ai une note en ma possession du CHU, de ne plus faire des tests PCR à l'entrée et de ne pas chercher le statut viral des personnes, COVID ou pas COVID, et d'affecter les gens dans les différents services, quelle que soit leur situation. Et là, nous allons avoir à nouveau, et là, nous sommes à la fin des vacances aussi, donc pas de contrôle sanitaire strict au port et à l'aéroport, augmentation des visiteurs. Donc, comme à chaque fois, l'augmentation des visiteurs, le non-contrôle strict aux frontières, le non-contrôle des admissions au CHU, mais nous allons avoir, à partir de la fin août, début septembre, une flambée des contaminations, accompagnée bien évidemment d'une flambée du nombre de décès. Donc, septembre et octobre, nous allons avoir, pendant cette période-là, une flambée des décès. Et c'est là que nous constatons qu'il y a véritablement, je ne dirais pas un jeu, mais une gestion au pif de la part de l'ARS et de la préfecture. Nous nous sommes procurés au jour le jour l'ensemble des données de l'ARS qui sont diffusées dans les médias en Guadeloupe concernant le nombre de contaminations et le nombre de morts chaque semaine. Curieusement, ces chiffres ne correspondent pas aux mêmes déclarations qui sont faites par l'ARS de Guadeloupe au service du ministère de la Santé par le biais de Santé publique France. Et là, nous nous rendons compte qu'en fin de compte, c'est une gestion aléatoire, qu'il n'y a aucune mesure particulière qui est prise en Guadeloupe pour protéger les personnes. Et donc, je suis allé jusqu'à dire que pendant en août, septembre et octobre en Guadeloupe, eh bien, l'ARS et la préfecture ont fait de la Guadeloupe une espèce de plateforme de modélisation pour pouvoir vérifier, analyser l'évolution d'un virus dans une population sur une île et dans une population qui a 25% de celle-ci qui a tête de comorbidité. Et nous avons été particulièrement surpris de voir sur TF1, début septembre, le 4 ou le 5 septembre et novembre, pardon, si je me rappelle bien, le commentateur qui disait, voilà, un département qui a maîtrisé le COVID sans confinement, la Guadeloupe.
Alors, on était, comme on dit chez nous, tous estébécois parce qu'on venait d'avoir quand même en 2 mois pratiquement 150 morts. 150 morts dans une gestion aléatoire. Alors, nous avons porté plainte à ce moment-là. Nous avons porté plainte contre X pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui, car nous avons voulu avoir des réponses par rapport à cette situation. Pourquoi des mesures sanitaires n'ont pas été prises au port à l'aéroport? Pourquoi des mesures sanitaires particulières n'ont pas été prises pour permettre d'encadrer, d'accompagner les personnes qui sont les plus touchées et qui payent le plus gros prix par rapport à cette infection. D'autant plus que dans la Caraïbe, nous avons d'autres pays, d'autres îles de la Caraïbe, entre guillemets, qui sont plus pauvres que nous. Ça, c'est ce que nous raconte matin, midi et soir, et qui s'en sortent beaucoup mieux que nous, et beaucoup, beaucoup mieux que nous. Alors, les choses continuent. Comme à chaque période de vacances, les contrôles sanitaires sont aléatoires au port et à l'aéroport. Des milliers de visiteurs arrivent et c'est comme ça que, période janvier, février, mars 2021, nous avons une augmentation limitée et à partir de juillet 2021, là, c'est la catastrophe. Et pourtant, cette catastrophe, elle était annoncée. Elle était annoncée par nous, mais elle était également annoncée par le Conseil scientifique. Dans sa production du 6 juillet 2021, le Conseil scientifique de M. Delfrécy, il dit qu'en Guadeloupe, il y a 16% de personnes vaccinées, qu'il y a en Guadeloupe un gros pourcentage de personnes atteintes de comorbidité et qu'il faut absolument qu'il y ait des mesures qui soient prises pour protéger la population. Et en final de compte, aucune mesure de santé publique véritable n'a été prise pour préserver la population. Et cela malgré nos propositions. Et en fin de compte, sur le terrain, on s'est rendu compte très vite qu'il y a des médecins, qu'il y avait des médecins qui étaient présents, comme la dame qui vient de parler, qui étaient sur le terrain, qui utilisaient l'hydroxychloroquine, qui utilisaient l'azithromycine, qui utilisaient l'ivermectine, qui est d'ailleurs très utilisée dans la Caraïbe, pour soigner des gens et avec des résultats satisfaisants, des résultats tout à fait satisfaisants. Et qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Eh bien, au lieu de laisser la libre prescription des médecins, au lieu de laisser les pharmacies délivrer des médicaments, eh bien, il y a eu une brusque pénurie de ces médicaments dans les officines et les médecins qui prescrivaient l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine ont été rappelés à l'ordre par leur conseil de l'ordre. Nous avons dû nous mobiliser pour des médecins d'ailleurs. Je me suis personnellement rendu dans des officines pharmaceutiques pour savoir ce qui se passait et l'information qui nous a été donnée, c'est qu'il y avait une pénurie et que de toutes les façons, ordre avait été donné par l'ARS de ne pas délivrer ces molécules. Nous avons écrit au dépôt pharmaceutique en Guadeloupe, nous n'avons jamais reçu de réponse. Et donc, tout ça pour dire que je partage ce qu'a dit le député Nilo hier. Les 1000 personnes qui sont mortes en Guadeloupe entre juillet, août et septembre ne sont pas dues à la faiblesse du taux de vaccination, mais à l'impossibilité pour ces gens-là d'accéder aux soins précoces. En Guadeloupe, ce qui était préconisé par l'ARS, par la préfecture, c'était rentrer chez vous, prenez un Doliprane et en cas de détresse respiratoire, faites le 15. Eh bien, vous avez peut-être le temps de faire le 1, mais pas le 5. Et en final de compte, les gens arrivent au CHU dans une détresse respiratoire telle, pénurie d'oxygène, pénurie de moyens, ce qui fait que des gens ont été quasiment euthanasiés au 8e et au 9e étage du CHU avec de l'hypnovelle et de la morphine. Nous avons là aussi déposé plainte. À ce jour, nous n'avons toujours pas été auditionnés et aucune de nos plaintes n'arrive ne font suite au niveau du parquet. Par contre, comme vous l'aviez dit, cher ami, nous sommes systématiquement convoqués. Alors, le directeur du CHU porte plainte contre Gabriel Clavier le 3 août. Le 4 août, Gabriel Clavier est convoqué à la police et début septembre, il est convoqué au tribunal.
Et donc, aujourd'hui, nous avons plus de 200 de nos camarades qui ont déjà été arrêtés, qui sont passés devant les tribunaux. Moi-même, je suis convoqué le 7 avril prochain pour violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Mais ce que vous avez vu dans les images, mais c'est exactement ça. Il n'y a absolument rien d'autre. Et donc, on gaspille l'argent public pour discréditer les travailleurs, pour discréditer les militants syndicalistes et pour cacher la vérité. La vérité, c'est que l'administration en Guadeloupe, le préfet, l'ARS, les élus, la direction du CHU n'ont jamais été à la hauteur de la situation. Et pour preuve, nous sommes, la Guadeloupe et la Martinique, les deux territoires de la Caraïbe qui avons le plus fort produit intérieur brut par habitant. Ça veut dire que nous sommes théoriquement les deux pays les plus riches de la Caraïbe avec les Bahamas et Porto Rico. Et pourtant, nous avons, nous, en Guadeloupe et en Martinique, le plus fort taux de décès par habitant dû au COVID. Haïti, c'est 1% de vaccinés. La Jamaïque, je crois que c'est 10 ou 15%. Et quand on regarde la Jamaïque, Grenade, quand on regarde Haïti, quand on regarde Saint-Domingue, quand on regarde tous les pays de la Caraïbe qui sont censés être plus pauvres que nous, eh bien, nous avons des taux de mortalité vraiment effarants. Et qu'est-ce qu'ils ont mis, eux? Qu'est-ce qu'ils ont mis, eux? Et je termine sur ça. Eh bien, ils ont bien évidemment mis à la disposition de la population la vaccination, mais ils ont également fait la promotion de la pharmacopée locale, de leur pharmacopée locale. Nous, ici en Guadeloupe, nous avons un docteur en pharmacie, le docteur Henri Joseph, qui a découvert que nous avons une plante qui avait la propriété, le Zebapi, qui avait la propriété de freiner la reproduction virale. Eh bien, sa découverte a été balayée d'un revers de main puisque la priorité, c'était la piqûre, la piqûre, la piqûre. Eh bien, deuxième chose qui sont faites dans les îles de la Caraïbe, la prévention par l'utilisation de la pharmacie locale. Troisième chose qui est faite dans la Caraïbe, des restrictions vraiment à la hauteur de la situation au port et à l'aéroport. Et quatrième chose qui est mise en place, la liberté pour leurs praticiens de prescrire l'hydroxychloroquine, de prescrire l'ivermectine et d'utiliser la zithromycine que vous trouvez en vente libre avec ordonnance dans les pharmacies, dans la quasi-totalité des pays de la Caraïbe et d'Amérique du Sud. Et donc, en fin de compte, et on l'a vu stratégiquement, en France, c'est le cabinet McKinsey qui a pris les décisions, c'est même pas Véran, c'est même pas Macron, c'est même pas Castex. Et en définitive, pour imposer la piqûre, qui n'est pas un vaccin, M. Defrécy même a dit que c'était peut-être un médicament de traitement. Pour l'imposer, on a disqualifié l'hydroxychloroquine, on a disqualifié l'ivermectine, on a disqualifié l'Artemisia annua, on a disqualifié le Zebapic. Et le résultat, aujourd'hui, le voilà. Le voilà. Et donc, nous continuons à lutter. Pour répondre très rapidement à la deuxième partie de votre question, il n'y a pas de sauveur suprême. Hein. À partir du moment que nous sommes confrontés à des injustices qui mettent en cause la santé humaine, qui mettent en cause le sens critique, l'esprit critique, qui mettent en cause le bon sens tout simplement, il nous faut nous mettre debout. Il nous faut nous mettre debout et dire non, ce n'est pas possible. On nous a dit une dose. Après, on nous a dit 3 semaines après, 2 doses. Après, on nous a dit, ouais, mais toutes les 10 semaines, la dose diminue dans le corps, donc il faut prendre un rappel. Aujourd'hui, en Guadeloupe, vous avez plus de 400 soignants qui sont suspendus. Vous avez des centaines et des centaines de personnes dans le médico-social qui sont suspendues parce qu'elles refusent la piqûre. Elles refusent la piqûre. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il n'y a plus d'état d'urgence. Le pass sanitaire a été appliqué uniquement dans les cinémas, dans le cinéma, puisqu'il n'y a pas beaucoup en Guadeloupe. Et en final, le compte, il n'a jamais été appliqué ni dans les hôtels, ni dans les restaurants. Le pass vaccinal n'a jamais été appliqué. Vous avez aujourd'hui, entre pas grand-chose et 0 de personnes qui ont un schéma vaccinal complet à jour, censé scientifiquement les protéger. Vous avez peut-être entre 0 et 1% de personnes qui peuvent dire qu'elles ont
une dose, deux doses, trois doses et le complément et le rappel dans les limites. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde a bien compris que le gouvernement n'a jamais été à la hauteur, qu'on n'a jamais écouté les gens, qu'on n'a jamais écouté les médecins qui voulaient soigner, et on a payé, nous en Guadeloupe, le prix fort. Donc il est hors de question qu'on soit tenu pour responsable de l'hécatombe de juillet-août. Cette responsabilité relève de l'incompétence, de l'insouciance et de l'absence de discussion, de concertation des pouvoirs publics avec la population. Et encore une fois, et je termine sur ça, nous n'avons jamais mené de politique anti-vax en Guadeloupe. La vaccination a commencé en Guadeloupe en janvier 2021. L'ARS, la préfecture, les élus ont fait des campagnes de publicité, on fait des bus publicitaires, on a invité des artistes, des personnalités. Tout le monde est passé à la télé pour dire à la population d'aller se faire vacciner. Personne n'est allé se faire vacciner sans que quiconque fasse de la politique anti-vax. Et donc, la première manifestation, c'est le 17 juillet, lorsque M. Macron annonce le 12 juillet qu'il va rendre la vaccination obligatoire pour les soignants et les médico-sociaux et les pompiers. Pour finir, oui, en Guadeloupe, les pompiers ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Les personnes des PMI et de l'action sociale qui travaillent au Conseil général ne sont pas soumises à l'obligation vaccinale. Les personnes qui travaillent dans les structures médico-sociales qui sont financées par le Conseil départemental ne sont pas soumises à l'obligation vaccinale. En Guadeloupe, il n'y a que le personnel de l'hôpital et des cliniques et des médicaux et des structures médico-sociales qui se voient imposer l'application de la loi du 5 août. Toutes les autres, les directeurs, le président du conseil général, d'ailleurs, président de la CME, du CRHU, tout le monde ferme les yeux, personne ne dit rien parce que tout le monde se rend compte que c'est une aberration d'obliger 400 personnes à prendre une piqûre quand 99% de la population ne la prend pas ou l'a pris, mais que ça ne sert plus à rien puisqu'elle ne prend pas les rappels qui vont avec. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Élie de Mota, de ce témoignage. Vous avez répondu aussi à quelque chose, à une question que j'allais vous poser, mais que je souhaite mettre en évidence ici, c'est celle du fait que vous êtes accusé d'avoir commis des actes de violence, vous avez été mis en cause, vous avez été interpellé, vous avez été arrêté pour ça, et vous avez été mis en garde à vue même, hein, on a pu voir ces images. Et puis en fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a absolument rien eu de votre part, et c'est des images publiques telles qu'on peut les voir qui témoignent bien du fait que ce n'est pas un mouvement qui a pour but d'être insurrectionnel ou d'être violent, mais seulement une forte protestation de la population, parce que ce que vous dites et ce que vous racontez très bien, c'est qu'il n'y a eu aucune concertation, aucune prise en compte de l'avis de la population, malgré les phénomènes d'alerte de santé qu'il y avait, et aussi de l'héritage de suspicion qu'il y a du fait de ce qui s'est passé déjà antérieurement sur le territoire de la Guadeloupe, qui s'est également produit sur le territoire de la Martinique, et d'une autre manière sur la Guyane, où on va aller faire un petit tour en Guyane. Alors, on avait prévu, Élie, de donner la parole aussi à Gaby Clavier, qui apparemment est en cause pour des actes de violence. Je ne sais pas, il doit être pas loin de vous, ou il doit être ailleurs, parce que vous êtes à l'intérieur de quelque part, et lui, il était à l'extérieur. Donc, oui, il est là. Donc, je crois qu'il nous entend. Quelques mots, Gaby, sur la situation où vous êtes confronté. Si vous pouvez rétablir votre image aussi. Désolé, je vous entends. Voilà, vous m'entendez là? Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Voilà, maintenant on vous voit. Merci d'être là. Vous pouvez nous dire ce qui se passe pour vous par rapport à la mise en cause à laquelle vous êtes confronté, parce que Élie de Mota également est dans cette situation. Donc vous aussi, j'ai entendu que vous étiez dans cette situation aussi d'être mis en cause.
pour des actes de violence. Vous pouvez nous dire plus précisément ce dont il s'agit et ce que vous en pensez. Oui, d'abord pour vous remercier de l'émission. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui. Donc, effectivement, j'ai été mis en cause comme bon nombre de militants syndicalistes des hôpitaux, des établissements du secteur social et médico-social, et également les pompiers. Hein. Je travaille au CHU. Hein. J'ai été mis en cause pour menace de mort à l'endroit du directeur général du CHU, M. Gérard Cotelon, parce que j'aurais, au cours d'un meeting avant la mise en place de l'obligation vaccinale au CHU, j'ai été mis en cause et il semblerait que j'ai menacé de mort le directeur général parce que j'ai tenu des propos, je rappelle, au cours de meeting. J'ai dit effectivement que, en créole, là où tu tuer, il ne faut pas au paiement. Donc, ils ont traduit cette parole, dite en créole, comme étant une menace de mort à l'endroit du directeur général. Bien évidemment, cette menace a été réitérée à plusieurs reprises au cours de plusieurs meetings. Et bien évidemment, je dénonçais la violence qui était faite. Alors, on ne vous entend plus, vous avez coupé votre micro. À l'encontre des personnels du établissement. La violence qui était faite également parce que la grosse question, hein, c'est certainement l'application selon le directeur général et le directeur de tous les établissements la vaccination, et bien évidemment les conséquences sur l'offre de soins, sur l'organisation des établissements, mais également sur la population. Parce que comme il le disait, notre débat était de dire qu'il ne suffit pas simplement de contraindre les gens à la vaccination, mais s'il s'agissait d'une politique sanitaire, il nous semble plus opportun d'examiner quelle est la situation générale de la population en matière de morbidité globale, puisque, bon, sur les chiffres même de l'ARS, 100 000 Guadeloupéens seraient susceptibles d'être atteints gravement par la maladie, et qu'il convenait pour nous, justement, d'examiner comment traiter ces personnes, comment les isoler, et bien évidemment, comment faire en sorte qu'ils soient préservés des risques liés à la contamination à la COVID. Donc, nous avons effectivement dénoncé cette violence faite au personnel, cette violence faite aux malades, et exigé que, que des discussions soient engagées avec les responsables du personnel, du CHSCT, du CPA, du syndicat, pour bien évidemment voir comment prendre en charge les malades. Prendre en charge les malades surtout, et non pas simplement s'agenouiller de votre disposition et l'appliquer de manière violente. Donc, j'ai été mis en cause et bien évidemment, il y a eu le procès qui est à sa quatrième, le 5 mai, sur la quatrième continuation du procès, parce que nous avons voulu faire en sorte que ce procès ne soit pas le procès de Gabi Clavier, délégué syndical de l'UGPG du CHU, mais c'est le procès de la prise en charge, le procès de l'hôpital, le procès de la maltraitance des malades. Et donc, nous avons 11 témoins qui ont témoigné de ce qui se passe au CHU, et ce pourquoi nous sommes totalement opposés à cette obligation vaccinale, parce que c'est pour nous une atteinte inadmissible aux droits humains, une atteinte inadmissible à la liberté, une atteinte inadmissible à la liberté, aux libertés fondamentales. Donc, merci, Gabi. Oui. Gabi, merci beaucoup, parce que ces points-là vont être également abordés par les personnes qui vont intervenir, notamment aussi par le docteur Doba qui va revenir sur les aspects médicaux. Ce qui était important, c'est de souligner pour ce qui vous concerne et également ce qui concerne Élie Domota, c'est que vous êtes mis en cause par rapport à des actes qui seraient en fait des conséquences. Quoi qu'il en soit, ça serait éventuellement des conséquences. Il y a une cause. Donc, généralement, quand on recherche ce qui a motivé quelque chose, pour bien comprendre une situation, c'est on recherche la cause. Et donc, la cause, c'est bien une cause qui est d'ordre politico-social. Et Absolument. on pourrait penser que le procès qui vous est fait au travers de ce que vous dites, c'est que c'est un procès politique. Et avec un prétexte, un faux prétexte, mais de façon à intimider votre impulsion, votre implication militante. Exactement. C'est pourquoi nous avons voulu faire le procès de l'offre de soins, le procès de l'organisation de soins, le procès de l'hôpital et des dirigeants administratifs et médicaux
qui manage cet hôpital. Je vous remercie. J'espère qu'on aura l'occasion aussi, encore une fois, de revenir sur la situation une fois que le procès, les premières audiences seront passées. En tout cas, on pourrait s'attendre, on pourrait se dire que peut-être les juges auront plus de clairvoyance que ceux qui vous ont mis en cause. Je vous remercie et je vais passer, si vous permettez maintenant, la parole à la Guyane. Où en fait il se passe beaucoup de choses en Guyane aussi de même nature, malheureusement. Alors, ce que j'aimerais, c'est que Ivan Goua, qui représente l'association Trop Violence en Guyane, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre dans cette émission. Merci aussi encore beaucoup de cette implication. Je vous demanderai de bien vouloir nous dire ce qui se passe en Guyane, de ce côté-là, et également pourquoi Trop Violence s'est-il impliqué dans cette action sociale. Vous avez la parole. Alors, bonjour à tous, merci de nous donner la parole et puis surtout, effectivement, ça fait plaisir de faire partie de ce gros et beau plateau avec nos camarades de la Martinique, la Guadeloupe. En plus, on a la chance d'avoir M. Nilor avec nous. Donc derrière, voilà, c'est vrai qu'on a très peu d'opportunités d'expliquer ce qui se passe chez nous, de le partager au niveau national et d'informer. Alors, pour me présenter, donc, je suis porte-parole de l'association Trop Violence, effectivement. Pourquoi Trop Violence participe ou intervient aujourd'hui? C'est parce que nous avons toujours fait partie en fait, des collectifs en lutte pour la Guyane. La Guyane a effectivement une façon de se battre un petit peu différente. On fait des collectifs et dans ces collectifs, il y a des associations, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, tout le monde se met ensemble pour justement, malheureusement, combattre l'État, combattre l'État colonial. Parfois, certains n'aiment pas qu'on utilise ce terme, mais nous ne voyons pas quel autre terme utiliser quand en fait, on n'a pas droit aux minima sociaux, au bien-être normal qui est la santé, qui est l'éducation, qui est l'accès au foncier, ce genre de choses, quand normalement, nous sommes tous sous la même République française. Donc, aujourd'hui, à chaque fois, on a dû se battre. Alors, le camarade de la Guadeloupe, Élie de Mota, l'éminent Monsieur de Mota, a bien expliqué la situation et je ne vais pas redire des choses qui sont à peu près les mêmes. Effectivement, la Guyane, comme la Martinique, comme la Guadeloupe, nous avons eu le plus faible taux de vaccinés. Dès le début, nous avons manqué de moyens. Et tellement manqué de moyens, c'est-à-dire qu'en Guyane, on a par exemple, pas de centre hospitalier, pas de centre hospitalier, de CHU, de centre universitaire hospitalier. On a un territoire qui est aussi grand que le Portugal, pour ceux qui ne le savent pas, et on se bat avec trois centres hospitaliers, éloignés les uns des autres en termes de distance, tout en sachant qu'effectivement, l'accès, la route, n'est pas forcément disponible et accessible pour tous en Guyane. Donc, à l'arrivée, effectivement, de la crise sanitaire, on se retrouve face à un gros déficit de moyens humains, de moyens matériels et de moyens financiers de manière générale. Donc, on va devoir, comme la Guadeloupe, faire un référé liberté dès mars 2020, à l'annonce de la crise, enfin à l'arrivée de la crise chez nous. À l'époque, c'est quoi? C'est 5 personnes contaminées quand même, donc on a de quoi faire normalement pour gérer. Mais on est déjà obligé de faire un référé liberté pour obtenir des masques, pour obtenir du gel hydroalcoolique, pour obtenir tous les moyens de base que normalement on est censé avoir dans un hôpital de France, dans les hôpitaux de France. On va les obtenir. On va aussi demander, bien sûr, les contrôles au niveau de l'aéroport pour éviter. Et en fait, on va se rendre compte qu'on va être beaucoup plus contrôlé, voire stigmatisé pour les Guyanais qui vont venir dans l'Hexagone ou pour les Guyanais et les Martiniquais et les Guadeloupéens entre eux que potentiellement les vacanciers qui viennent de l'Hexagone. Donc, on va se rendre compte, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on est stigmatisé, on est parqué. On doit faire 10 jours de confinement quand on arrive dans l'Hexagone, alors que derrière, ça ne se fait pas à sens inverse. Sens inverse, on nous dit qu'on ne peut pas contrôler, on nous dit qu'on ne peut pas faire, mais les Guyanais, eux, sont confinés chez eux avec contrôle de police. Attention, contrôle de police où ils se trouvent dans l'Hexagone. Une absurdité incompréhensible. Donc, du coup,
on va continuer, on va se battre. Hein. Je vais faire Trop Violence va faire partie du Mayuri Santé, par exemple, dont je suis porte-parole. Et il va y avoir une grosse manifestation en juillet 2020, en juillet 2020, pour justement qui va amener en hôpital de campagne. On est obligé d'avoir un hôpital de campagne en Guyane pour pouvoir traiter les personnes en plus. Malgré tout, nous sommes un territoire en Guyane, effectivement le moins vacciné, mais aussi où il y a le moins de morts. Au 30 avril 2021, par exemple, hein, nous avons sur notre territoire pour à peu près 300 000 officiels habitants, mais 400 000, on dira non officiels, puisqu'on s'amuse à ne pas compter toutes les populations qu'on laisse rentrer sur notre territoire. Donc, du coup, on est à une centaine de morts en avril, fin avril 2021. Et aujourd'hui, nous en sommes à 400 morts. C'est-à-dire qu'en fait, sur toute l'année 2020, on a des médecins qui ont l'habitude de travailler dans notre centre hospitalier et qui connaissent, en fait, l'hécatombe que ça pourrait être si on ne prend pas, si on n'anticipe pas, si on ne fait pas de la prévention et qu'on ne soigne pas en amont d'arriver avec des embolies pulmonaires ou des difficultés respiratoires. Donc, on va mettre un protocole de soins au niveau du centre hospitalier de Cayenne, l'hôpital de référence, pour éviter que les gens, en fait, aient une situation aggravée. Malheureusement, dès fin 2020, début 2021, l'ARS va s'en rendre compte et va commencer en fait à mener la vie dure à ce genre de médecins qui ont décidé de ce protocole et qui ont décidé de soigner et qui donc ont évité les morts, puisque, je vous le redis, regardez, à avril 2021, on est à peine à 100 morts sur le territoire guyanais. Donc, on va avoir du coup après une aggravation de la situation, plus de morts, mais bon, apparemment, on leur a demandé de ne pas faire mieux que de l'Hexagone et on leur a surtout dit, au niveau ARS, qu'on ne leur a pas demandé de sauver des vies. Voici le constat. Ensuite, de dire que du fait qu'il y a très peu de vaccinés, malgré que nous n'ayons pas forcément, comme en Guadeloupe, hein, comme en Martinique, il n'y a pas eu de vraie campagne de non-vaccination. On intervient, nous aussi, en fait, il y a un nouveau collectif qui va se créer contre l'obligation vaccinale à partir de juillet 2021, quand on va nous imposer, quand on va rendre obligatoire pour les soignants la vaccination, alors que derrière, ils n'ont pas eu les moyens, dès le départ, de pouvoir faire face à cette crise, qu'on a forcé des soignants à revenir travailler alors qu'ils étaient contaminés et que ça ne dérangeait personne, et puis qu'aujourd'hui, on vient nous faire croire que pour nous sauver, pour nous permettre de vivre, on va nous vacciner et on va obliger les soignants à se vacciner. Donc, nous sommes effectivement mobilisés. Et ça a été de manière, c'est pas forcément notre mobilisation qui a fait que les gens ne se vaccinaient pas. Les gens ne se vaccinaient pas déjà à l'origine parce qu'il y a une défiance de l'État, oui. Les concitoyens, qu'ils soient d'ailleurs Guadeloupe, Martinique, Guyane, je pense, ne font pas confiance. On ne peut pas nous dire qu'on va venir nous sauver avec un vaccin quand on n'a rien fait contre le chlordécone, quand on n'a rien fait contre, par exemple, ne serait-ce que la prise en charge sanitaire dans nos hôpitaux en Guyane. Donc, c'est un message qui, de toutes les façons, avec la stratégie de vouloir vous faire rentrer dans la tête certaines choses, qui eux-mêmes ont tout fait pour que ça ne fonctionne pas. D'accord ? On n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Mais par contre, effectivement, il a fallu trouver des coupables, hein. Comme à chaque manifestation, comme à chaque mobilisation, il a fallu trouver des coupables. Moi, j'ai fait partie du collectif qui a fait les mouvements de 2017 qui ont demandé justement plus de moyens structurels pour la Guyane. Eh ben, tous les leaders militants, quels que soient associatifs, syndicats, etc., ont été convoqués. Ils ont été convoqués, ils sont passés au tribunal. Donc aujourd'hui, ce qu'on vit n'est ni plus ni moins que la continuité d'un État qui absolument se veut colonial et se veut nous faire la leçon. Et donc du coup, comme mes camarades de Guadeloupe, alors ça me fait sourire par rapport aux camarades Gabi Clavier, moi aussi, je suis convoquée en juillet pour avoir menacé de mort apparemment un directeur d'hôpital, le directeur d'hôpital du centre hospitalier de Cayenne, quand je lui dis qu'ils ne peuvent pas mettre en place le pass sanitaire en Guyane, qui n'a pas été mis en place finalement, et qui d'ailleurs nulle part n'a été mis en place correctement. Vous ne pouvez pas mettre en place le pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux parce que les gens, ne vont pas comprendre, nos compatriotes ne vont pas comprendre qu'on ne puisse pas les laisser aller voir accompagner leur famille, alors que derrière, on sait qu'on ne peut pas avoir confiance en l'hôpital de manière générale, faute de moyens, faute de tout ce que vous savez. Donc, en lui disant ça, le monsieur s'est senti menacé. Ensuite, des camarades ont fait 4 mois de prison ferme
pour avoir mis un feu de palette devant une préfecture. Une préfecture qui est encore debout aujourd'hui, contrairement à la Corse. Hein. Une préfecture qui a eu peut-être un peu de sueur, de noirci par la fumée, mais voilà, mais rien de plus. Et ils ont fait 4 mois de prison. Pour ça, on s'est battu, on a milité, qui fait qu'ils ont réussi à sortir, mais ce n'était pas le programme. Hein. Le programme, c'était 18 mois ferme. 18 mois ferme pour avoir brûlé des palettes, osé brûler des palettes devant une préfecture. Là, aujourd'hui, en juillet, je vous ai parlé de ma convocation, mais derrière, plusieurs camarades militants sont convoqués pour avoir organisé des manifestations. Vous vous rendez compte, c'est très grave. C'est très grave. Et aujourd'hui, vous organisez des manifestations et vous vous retrouvez convoqués en tribunal correctionnel. Donc, on est plusieurs à avoir été convoqués pour ça. Et on ne s'embête pas. Hein. Ils ont convoqué pour toutes les manifestations organisées. Donc, quand vous savez qu'on était dans la rue au moins 2-3 fois par semaine, je vous laisse imaginer le nombre. Donc, se battre, c'est une obligation pour nous, hein, parce qu'en fait, on est en danger de mort. On est en danger de mort si on laisse l'État mener sa politique comme il l'amène, même sur le territoire hexagonal d'ailleurs. On est en danger de mort. Et nous, c'est encore plus... voilà, on est une population qui est moindre quand même, ils ne sont pas des millions, tout ça, c'est encore plus flagrant et c'est encore plus dommageable. Et donc, du coup, on continue à se battre et on continuera à se battre jusqu'au bout par rapport à ça. Donc, voilà. Merci. Ivan, je vois, il y a des personnes qui mettent leur micro comme ça. Ne vous laissez pas impressionner par ces petites incursions. C'est des choses qui arrivent. Là, on a parfois voilà, une personne qui s'appelle Yo-Yo. Bon, on ne sait pas qui. Mais c'est le phénomène du direct. Alors, j'ai beau mettre muet, elle rétablit son micro. Mais en tout cas, ce que vous dites, et qui est vraiment essentiel et important, que ce soit dans cette perspective militante que vous avez, où vous dites, en fait, la Guyane est suffisamment loin du territoire hexagonal pour structurer de telle sorte que ça pourrait être un territoire indépendant, hein, c'est ce que vous dites ici, mais en fait aussi en premier, avant de parler de cette revendication, ce que vous dites, c'est la confiance. C'est une rupture de confiance qui est déjà exprimée par rapport à la Guadeloupe, qui est... j'ai sorti une personne parce que Yo-Yo, qui n'arrive pas à bien gérer son micro. Donc c'est vrai que la confiance dans les structures d'État, dans la confiance dans les structures administratives, politiques, gestionnaires, est la cause, le manque de confiance, c'est la cause en fait intermédiaire du fait qu'il y a des manifestations. Parce que quand on perd la confiance, c'est qu'on n'a pas fait la démarche d'information, d'attention, d'écoute, et également les actions qui convenaient pour protéger la population qui est sous la responsabilité de cette gouvernance. Donc c'est bien cette problématique que vous posez là, et que si une politique française peut être conduite d'une manière pertinente, eh bien, c'est de restaurer, de rétablir la confiance avec la population, ce qui veut dire apporter des moyens qui correspondent peut-être parfois à l'exploitation des sols, des sous-sols, de l'environnement de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, hein, parce que c'est des richesses pour le territoire, pour la France, et en fait, c'est des environnements qui sont quand même, comme vous le soulignez, pauvres dans la population, et ce qui fait que quand les gens sont dans des situations d'insécurité, eh bien, ils manifestent, ils protestent, et peut-on accuser quelqu'un de protester lorsqu'il n'est pas content de son sort, un sort de pauvreté et de misère? Ça, c'est quand même une interrogation importante, parce que c'est des procès politiques en fait dont vous parlez, qui sont présents et qui aujourd'hui, en 2021, peuvent nous interroger au travers de notre citoyenneté. Alors, je vous remercie. Vous pourrez dire probablement à la fin encore un message fort de mobilisation, mais je vais passer la parole
à Serge Haribo, qui est de Martinique. Et le temps passe, mais une vitesse folle, parce qu'il est 15h10 presque chez nous. Donc, il est 10 aussi, pas loin, 8 chez vous aussi. Et Serge Haribo, si vous pouvez rétablir votre image et venir partager avec nous ce qui fait le point de la situation en Martinique. Serge ? Si vous n'arrivez pas, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer la parole au docteur Debat. Docteur Debat qui était prévu juste après. Donc, je vois que comme vous êtes là, vous avez la patience et l'intérêt d'écouter tous les intervenants. Si vous pouvez venir nous expliquer, il y a une chose que vous voulez expliquer et qui va correspondre aux propos des uns et des autres. C'est là un engagement fort. Alors, Serge vient d'arriver, donc je fais le recroisement, je redonne la parole à Serge Haribo pour qu'il nous présente la situation actuelle en Martinique. Il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis le mois de janvier. Si vous voulez vous reporter, savoir ce qui s'est passé avant janvier en Martinique, allez voir sur mediator.tv. Il y a une émission spéciale qui avait été enregistrée avec Serge Haribo et un ensemble d'acteurs de Martinique, des mouvements sociaux en Martinique. Et Serge nous fait le plaisir de nous rejoindre ici. Et donc, merci. Je vous donne la parole pour que vous puissiez nous dire la situation qu'il y a en Martinique et l'état des revendications et ce que vous en attendez. Oui, alors avant tout, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Un bonjour chaleureux aux camarades de Guadeloupe et de Guyane, puisque nous sommes régulièrement liénages et qu'on essaie de porter haut et fort les difficultés que nous rencontrons, mais aussi les combats que nous menons, qui sont des luttes d'utilité publique. On ne cesse de le répéter, nous n'avons aucune revendication particulière ni pécuniaire. Et ça, bien souvent, on l'oublie. Et on oublie de le dire et il faut le rappeler parce que ça donne un autre aspect à notre lutte. Nous ne sommes pas en train de revendiquer des salaires ou quoi que ce soit pour nous-mêmes individuellement. Nous revendiquons une liberté. Et le front de lutte a été toujours axé sur, en tout cas en Martinique, sur la question de la liberté de choix. Liberté de pouvoir s'occuper de soi-même et de décider soi-même en toute conscience de ce que l'on veut, et particulièrement dans ce qui concerne l'obligation vaccinale. Alors, tout le monde parle de violence, il faut faire très attention et nous ne cessons de le répéter. Le contrôle de masse qui est organisé depuis 2 ans est une violence internationale contre le choix des populations, la capacité de donner les moyens des choix à la population. Ceux qui demandent de l'information, de la véritable information, ceux qui demandent que l'on donne réellement les faits, rien que les faits, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. C'est une violence parce que la violence est une notion qui nous semble qu'il faut véritablement préciser dans ce combat. Elle peut être visible, elle peut être audible, mais elle peut être diffuse et invisible. Le fait de vouloir empêcher les gens d'accéder à un certain nombre de notions qui leur permettent, par l'éducation, par la compréhension des choses, à pouvoir se décider eux-mêmes, est une violence parce que on arrive à un système d'obligation, c'est autre chose que de la démocratie. Et ça, nous tenons à le préciser en amont, parce que lorsqu'un journal local nous annonce qu'il y a 668 agents suspendus en Martinique, sans explication autre, nous disons non, parce que notre lutte aujourd'hui a permis qu'il y ait 436 agents qui ont fourni un certificat de contre-indication à la vaccination. Il y a des agents qui sont aujourd'hui dans le milieu de la santé qui ne sont pas suspendus, non pas parce que l'État, non pas parce que les autorités administratives et d'État qui sont dans nos pays ont agi pour faire en sorte que tout le monde puisse faire. Mais c'est ça que j'avais arrêté là, mais ça va pas. Mais simplement parce que le front de lutte de l'intersyndicale de la santé en Martinique a permis qu'au lieu qu'il y ait 668 suspensions effectives,
Il n'y en a pas et il n'y en aura pas en Martinique. Parce que nous allons persister à apporter chaque agent individuellement les moyens pour faire prévaloir leurs droits et leur liberté de choix. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous disons aussi que même si de façon transitoire, certains agents reçoivent des courriers, des menaces, reçoivent des décisions administratives, il faut savoir que nous sommes là, le seul rempart en Martinique. Il n'y a pas de rempart politique, il n'y a pas de rempart administratif, il n'y a pas de rempart associatif autre que l'intersyndical aujourd'hui. Et c'est cela que nous démontrons depuis 2 ans. Nous accompagnons tout le monde, nous faisons en sorte que, quel que soit le statut vaccinal, justement, comme ils disent et comme ils affirment tout le temps, nous accompagnons les personnes qui sont vaccinées, les personnes qui sont non vaccinées. Et ça, c'est de l'humanisme avec un grand H, qu'on ne retrouve pas, parce que lorsqu'on a un directeur en face de nous qui parle de cohorte en parlant des personnes non vaccinées, je crois qu'on est dans un autre sens de la vie, de la compréhension des choses. On ne parle pas d'humain, on parle de chiffres, on parle de ratios. Et la situation sanitaire aujourd'hui, qui était déjà dégradée avant ce qu'on peut mettre entre guillemets la crise Covid, se trouve de plus en plus dégradée aujourd'hui. Nous considérons et nous pouvons le démontrer que l'égalité des chances, l'accès aux soins n'est pas équitable sur le territoire et il est encore plus dégradé qu'avant fin 2019. La continuité des soins n'est plus assurée et nous sommes dans une croisée de chemin. L'État a franchi l'une des voies. Il n'y en avait que 2. Soit on persistait à faire en sorte de suspendre des agents et on dégradait la capacité de fournir des soins. Soit on arrêtait ce processus et on avait une continuité des soins correcte. En tout cas, on pouvait s'acharner à faire en sorte que la population soit soignée correctement. Alors pourquoi? Je prends simplement l'exemple des pompiers. On est en train, du point de vue administratif et politique, d'organiser et d'avoir la volonté, l'intention de placer ces agents dans un schéma vaccinal ou dans une inaptitude. Alors, chez les pompiers, par exemple, il y a 2 types. Il y a les volontaires, il y a les pompiers qui sont titulaires de leur poste et qui sont, c'est leur travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu simplement que les volontaires étant des professionnels qui volontairement viennent agir en tant que pompiers. Et à partir de ce moment-là, nous nous retrouvons avec un problème crucial de prise en charge et de sécurité. Les pompiers sont chargés des accidents de la route, ils sont chargés d'un incendie dans une maison, ils sont chargés de tous les problèmes de sécurité publique. Ils sont chargés aussi de la sécurité sanitaire. Lorsque nous avons fait, depuis le début du mois de mars jusqu'au 31 mars, la tournée des établissements, y compris chez les casernes de pompiers, nous sommes arrivés au Gros Monde, qui est une commune de Martinique. La caserne était fermée. Pourquoi? Simplement parce que la caserne, elle fonctionne avec essentiellement des pompiers volontaires. Nous sommes passés au Robert. Nous avons trouvé une caserne avec moins de la moitié des pompiers qui devaient être en poste. Alors, il faudrait qu'on nous explique. Le résultat, c'est quoi? 45 à 1 heure ou sinon plus de délai supplémentaire pour intervenir. Des casernes de pompiers qui doivent sortir de leur territoire d'action. Par exemple, les pompiers du Sud qui doivent aller intervenir dans le Nord. Alors, si tout le monde veut bien comprendre et prendre une carte de Martinique, on arrive bien à comprendre qu'on est en train de mettre en danger la situation et on a des risques de perte de chance énormes, inacceptables. Alors, je veux bien qu'on nous parle de violence et de choses. C'est une violence diffuse, non dite, inacceptable.
Et lorsque nous disons que les hommes politiques sont responsables aussi, qu'il s'agit pour eux de se prononcer sur ça, de dire qu'il faut mettre un arrêt et d'intervenir concrètement comme nous le faisons. Il faut arrêter ce processus parce qu'il y a des gens qui sont en danger. Nous allons rentrer en période cyclonique à partir du mois de juin. Allons-nous continuer dans ce processus? Allons-nous nous occuper simplement du plaisir qu'on donne aux gens avec un tour d'éole? Mais la sécurité publique, la sécurité sanitaire n'est pas organisée. Alors, ce n'est qu'un exemple. Pourquoi le laboratoire d'Anapac au CHU de Martinique a un retard de ce type dans l'analyse qui doivent être faites sur les tissus pour savoir les tumeurs que l'on a, pour savoir l'évolution des cancers. Nous avons ciblé que ce laboratoire avait, à la fin du mois de décembre, 1000 plaquettes en retard depuis juillet 2021 jusqu'à décembre 2021. Je ne sais pas si tout le monde est conscient des répercussions. La répercussion, c'est que nous avons des patients qui ont eu le temps de décéder de leur cancer sans avoir eu le résultat des analyses. Voilà. Inadmissible, incompréhensible. Alors, je veux bien d'entendre les discours de tout un chacun sur les médias officiels. Nous disons clairement, chiffre en main, que nous pouvons prouver que malgré qu'on a secoué ces gens pour qu'ils réagissent, malgré leur timide réaction, qu'est-ce qu'il y a? On nous dit fièrement, oui, nous avons résorbé, il ne reste plus que 200 ou moins de 200 plaquettes en retard. L'accumulation depuis janvier 2022, au moment où je vous parle, c'est plus de 1000 plaquettes supplémentaires en retard. Il a fallu qu'il y ait un témoignage d'une parente, d'une patiente qui avait subi une ablation du sein à cause d'un cancer, qui attendait depuis janvier les résultats des tissus pour savoir exactement comment se situait son état de santé par rapport aux métastases, tout ce que vous voulez comme explication. Il a fallu ça pour qu'on voit apparaître un semblant d'article dans un journal alors que nous avons dénoncé ça depuis le début de l'année. Il faut attendre 3 mois pour que la population ait un soupçon d'information. Voilà la réalité aujourd'hui en Martinique. Alors, je parlerai aussi de l'hémodialyse au centre hospitalier de Mangoville 5 qui fait partie du CHU de Martinique. Comment on peut se permettre le luxe d'envoyer 11 courriers de suspension pour des infirmiers, des aides-soignants, des ASH qui travaillent dans ces services, hémodialyse et UDM, qui s'occupent des malades lourds. Et puis, quand on pose la question des remplacements, on nous dit que ce sont des agents spécialisés, vous comprenez, il faudra qu'on attende qu'ils aient formé, ou alors on demande au personnel qui ont reçu leur lettre de suspension, comme il y a un délai entre le jour où ils reçoivent le courrier, on peut leur dire vous serez suspendu en mai, de former d'autres agents qui vont venir les remplacer sur leur poste. Si ça, ce n'est pas de la violence, c'est quoi? Donc, sur le terrain, nous donnons des exemples qui sont vraiment très simples. Pourquoi aux urgences du grand CHU de Martinique, lorsqu'un médecin prend son poste de travail, il retrouve 20 patients dans le couloir qui sont en train d'attendre depuis la veille, 10 heures, 15 heures. Pourquoi les suspensions des manipulateurs électro-radiologie font qu'aujourd'hui, et depuis des semaines en Martinique, on ne peut avoir une imagerie médicale, alors je rappelle scanner, IRM, radiologie traditionnelle. Il faut avoir on ne traite que les urgences. Pourquoi? Parce que 60% des jeunes qui sont manipulateurs électro-radio sont soit en état de choc parce qu'ils ont reçu des lettres de suspension, ils sont en maladie et on ne peut pas traiter correctement. Alors, lorsqu'on mettra au centre des préoccupations le patient, on va pouvoir parler d'organisation sanitaire dans nos territoires. On va pouvoir comprendre les manquements intentionnels parce qu'on n'a pas cessé de crier qu'il faut arrêter ce massacre. Alors, il continue, il se poursuit et l'ensemble du tissu sanitaire est complètement dégradé aujourd'hui.
le Centre Aimé Aventura qui s'occupe des personnes âgées. 38 grandes, qu'on appelle grand monde, des personnes âgées chez nous, ont été mis dans un service parce qu'ils avaient attrapé le Covid. Ça, on trouvait 139,45. Hein. On met dans un seul service parce que c'est le service Alzheimer, c'est celui qui reste fermé, c'est celui qui empêche, qui fait en sorte que les personnes ne peuvent pas en sortir, mais ils ne sont pas Alzheimer. C'est un camp de concentration. Ce n'est rien d'autre que cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris des dispositions prévues pour ça. Mes mots sont durs, ils sont aussi durs que la violence exprimée vis-à-vis des personnes. Je crois, Serge, merci Serge Haribo de ce témoignage qui me présente justement le côté dramatique des situations qui de toute évidence pourraient être prévues, anticipées, selon ce que vous dites, parce que si vous êtes conscient de cette situation, cette conscience-là, elle est tout simplement transmissible, puisque quand on l'écoute, on se dit c'est de la conscience, où on peut considérer que, comme vous disiez tout à l'heure, le patient au cœur de la problématique dans la vie hospitalière, c'est bien ça, le devoir, en tout cas, de ce que nous avons entendu dire sur l'engagement d'un médecin, hein, c'est d'accompagner la vie, la protection de la vie et de la santé, c'est pas d'accompagner la gestion d'une crise sanitaire au bénéfice de on ne sait pas qui, puis on ne veut pas savoir qui, on s'en fiche un peu. Mais le principal, ce serait que ce soit la personne au cœur de la préoccupation dans la cité. Et c'est bien aussi, il faut que pour que ce soit dans la politique, la personne au cœur de la préoccupation, il faut que ça se retrouve partout. C'est-à-dire que même dans la santé, même dans l'éducation, dans l'instruction, dans la transmission de l'information, hein, où on voit bien que ce qui est transmis comme information, c'est de l'information tout le temps un peu panique, un peu qui fait peur. Et quand je dis ça, je vous remercie. Je vous reviendrai tout à l'heure pour conclure, si vous voulez bien, ne partez pas trop loin, pour conclure cette émission qui va encore faire intervenir 2 personnes, ou plutôt 3, je dirais, mais le 3e, il va avoir un porte-parole, parce que le 3e, il est en train de travailler et il nous a confié le soin de cette animation, et puis il a confié à Hilaire le soin de porter la parole. Vous aurez à la fin le plaisir de l'entendre. Donc, docteur Doba, c'est à vous que j'allais donner la parole tout à l'heure. Si vous voulez bien maintenant indiquer quand même la préoccupation qu'il y a, parce que vous vous êtes engagé, vous, sur une réflexion qui est quand même, quand je l'ai entendu, je me suis dit, est-ce que vraiment on peut porter cette parole qui met en cause fortement, très fortement, les politiques, les gestionnaires de cette crise. Donc, je vous laisse exprimer votre perception des choses que vous avez esquissées la fois d'avant, en janvier, mais je vous laisse donner la parole. Merci, docteur Doba, de venir nous rejoindre, de nous avoir rejoint une 2e fois et de partager avec nous votre réflexion. Eh bien, merci Jean-Louis, merci pour cette émission. Merci beaucoup. Merci encore à toutes ces belles personnes, nos frères de Guadeloupe, notre sœur de Guyane et ma consoeur précédente qui, voilà, et à l'instant encore cet éminent Serge Haribo. Et donc, en tout cas, voilà, enfin, en tout cas, c'est vrai que la thématique, le thème qui me tient à cœur, c'est l'humanité. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, vous disiez que c'est notre rôle d'accompagner la vie, mais je dirais même notre mission, notre rôle, le rôle des soignants, c'est même de servir la vie. Vous voyez, et si on sert la vie, cela amène à comprendre que l'ensemble des soignants, vous voyez, on dit qu'ils ont de l'empathie, hein, c'est-à-dire ils se mettent à la place des personnes qu'ils soignent. Et c'est pour ça, hein, qu'ils ont été en souffrance. Hein, plusieurs ont eu des tests absolument perturbés, vivant les harcèlements de chantage, hein,
à l'emploi s'il n'y avait pas de piqûre, s'il n'y avait pas d'injection. Donc, vous voyez, donc toutes ces personnes, en fait, ignoraient l'état dans lequel elles étaient, je veux dire ces soignants, mais du fait de cette obligation où ils n'ont pas le choix et où ils savent que en tout cas que la réalité, je vous la prends par exemple, du 20 janvier au 24 février de 2021, sont admis en soins critiques en Martinique au CHU 17 personnes dites non vaccinées. Et par contre, sont admises dans le même temps, dans cette même période, 22 personnes avec un schéma vaccinal dit complet. Donc, on voit bien que l'injection ne permet pas d'éviter les soins critiques, ça ne permet pas d'éviter les travail. Donc, puisque ça ne permet pas d'éviter les formes graves, au minimum... Non, mais dans le sachet, parce que tout ça, c'est de la pollution. Donc, au minimum, le personnel soignant doit garder le choix, doit garder la décision pour soi. Et donc, c'est ça, c'est... En fait, si vous voulez, avec cette question de servir la vie, et donc de ne pas prendre de risques, vu là, bon, ce que nous vivons. Et donc, vous voyez, la paix nous anime, c'est-à-dire qu'avec la résistance comme des nombreux soignants qui sont en première ligne, je veux rappeler que c'est parce que ailleurs, vous voyez, l'Angleterre a pris une décision pour abolir, enfin arrêter, suspendre la décision de l'obligation d'injection pour les soignants. Et il y a aussi toute une réflexion qui montre que lorsque cette humanité est bafouée, lorsque les soignants sont harcelés, lorsqu'ils sont en souffrance, alors qu'ils veulent simplement choisir la vie, vous voyez, et ils sont bien placés, ils ont la conscience de la dangerosité de ces injections. Donc, cette réflexion, c'est le fait que, vous voyez, il y a déjà 2 initiatives en Angleterre pour crimes contre l'humanité. Et donc, il y en a une au Canada, c'est une qualification. Il y en a une en Allemagne qui nous vient de Well-Fulmich, qui se veut international. Il y en a 2 en France. Il y a une qui est connue, c'est le CESAP, le collectif des syndicats et des associations des professionnels européens. Et puis, il y en a aussi au Danemark, vous voyez, où voilà, c'est autant d'initiatives, mais sur ce thème de délivrer l'humanité d'une procédure qui apparaît comme, vous voyez, comme criminelle. Mais en tout cas, je voulais revenir pour vous dire ça, c'est le site de l'OMS qui s'appelle Vigi Access. Vigi Access, en 2 ans, voit que les injections pour le corona sont responsables de plus de la moitié des décès de tous les vaccins depuis 30 ans. En 2 ans, ils font la moitié des décès qui sont survenus depuis 30 ans. Donc, au nom de la vie, il faut arrêter ces injections. Vous voyez? Et il faut suspendre, il faut arrêter de vouloir obliger les soignants à s'injecter, ce qu'on appelle l'obligation dite vaccinale. Et il faudrait, vous voyez, suspendre le pass vaccinal. Et la réflexion vers laquelle il faudrait aller, la santé qui est en situation de désert médical et qui est en situation on va dire, il y a une espèce d'affliction, une espèce de souffrance morale du personnel.
c'est de remettre tout à plat. Pour non, voir il y a plusieurs modèles. hein. Il y en a qui sont plus solides. Comment faire en sorte que la santé publique, que l'accès aux soins, voilà, soit réellement mis au service de la vie des uns et des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de suspendre les soignants. Vu l'hémorragie, 80 médecins ont quitté le CHU, 13 médecins en médecine libérale sont décédés en 2021 et 11 en 2021 et 2 depuis 2022. Donc, on est en pénurie et c'est tout le monde, vacciné, non vacciné, qui doit se mettre à la tâche et être entendu pour suspendre cette obligation au nom de la vie, puisque les soignants sont la première ligne. Et là, les mesures qui sont prises un petit peu ici en Martinique récemment seraient des mesures de lâcher un peu à la proximité des élections. Mais les soignants restent soumis théoriquement, et c'est ce qui doit être levé, mais au nom de cette humanité, étant donné la lumière, cet espoir qui pointe qu'il y ait des jugements, apparemment pays par pays, État par État, peut-être la Cour pénale internationale, mais pour crimes contre l'humanité, et l'initiative danoise déclare d'emblée qu'il est contre la peine de mort. Vous voyez, mais en tout cas, c'est davantage l'humanité, et c'est ce vers quoi je comprends c'est pour ça que je comprends que les soignants, ils ont raison de s'opposer. Les militants sont harcelés, persécutés, c'est judiciarisé, donc, mais c'est dommage. Voilà, en tout cas. Docteur Debat, merci beaucoup, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est la responsabilité que vous vous engagez sur un terrain qui est délicat, qui est difficile, d'avoir une critique aussi forte que celle-là pour dire mais il y a quand même un gros problème de l'engagement politique par rapport à des choix qui ont potentiellement, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Élie Domota, comme l'a rappelé Serge Haribo, qui ont mis en cause la santé des gens, comme Ivan le soulignait aussi tout à l'heure. C'est toute une population qui a été soumise à un manque de soins par une recherche de valoriser un certain type de médication dont on n'a pas pu démontrer la performance, en tout cas d'après les données que vous présentez. Je vous remercie beaucoup, et j'ai le plaisir de recevoir, et c'est vrai qu'il a été d'une grande patience parce qu'on a rallongé le temps de l'émission. Je remercie Jean-Philippe Nilor, qui est député et qui représente peut-être difficilement, je dois le dire, peut-être l'ensemble de ses confrères et l'ensemble de ses consoeurs aussi, qui représentent un élu, les élus de la démocratie qui aujourd'hui ne bénéficient pas tous de la confiance. Parce que quand l'État ne bénéficie pas de la confiance des citoyens, parce que probablement les élus ne remplissent pas la mission qui leur est confiée. De pouvoir représenter la volonté citoyenne. Alors, je sais que on s'est rencontrés rapidement hier, vous avez une autre position. Est-ce que vous pourriez raconter cette position aux auditeurs, parce que vous êtes le dernier intervenant, Jean-Philippe Nilor, de notre émission. Tout à l'heure, il y aura chacun qui va pouvoir donner son mot, son slogan, sa phrase mobilisatrice. Mais maintenant, je vous donne la parole. Vous avez les 10 minutes qui étaient prévues pour chacun. Peut-être que ça sera moins, si vous voulez. À vous de nous dire comment vous voyez votre rôle d'élu et également votre perception de la situation. Je vous remercie infiniment. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien, merci. Alors, le rôle de l'élu, c'est de représenter un peuple. Je n'oublie pas qu'un député, c'est un représentant d'une population, en l'occurrence, dans nos territoires, d'un peuple.
systématiquement le porte-parole du gouvernement. Un député doit pouvoir jeter un regard objectif à partir de faits précis sur une réalité, sur la gestion d'une situation. En l'occurrence, la gestion de la crise sanitaire dans nos territoires a été, on peut le dire, un désastre. Tous les intervenants qui m'ont précédé ont démontré, avec exemple à l'appui, à quel point cette gestion était incohérente. Incohérente parce qu'on affiche dans la bouche de nos gouvernants, notamment de nos ministres, des certitudes qui sont affichées, mais avec un aplomb incroyable, parce que les certitudes changent du jour au lendemain. Un jour, les masques ne sont pas nécessaires, le lendemain, ils deviennent indispensables. Tous, nous l'avons vécu. Mais dans nos territoires, les choses ont été beaucoup plus graves encore. Des décisions ont été prises et qui ont été préjudiciables à la santé humaine. Le principe de précaution n'a jamais été appliqué. J'en veux pour preuve que chaque vague épidémique dans nos territoires a été précédée d'une ouverture inconsidérée des frontières. J'ai presque envie de dire une ouverture délibérée des frontières, sans contrôle, à tel point qu'au plus fort de la crise sanitaire et de l'hécatombe qui a touché nos territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane notamment, du foisonnement de décès au plus fort de cette vague, le 9 août 2021, le préfet de Martinique a pris sa plume et a écrit à l'attention des touristes pour leur demander de s'échapper de l'île, de partir, laissant en définitive nos compatriotes à leur funeste sort. Ça veut dire que quelque part, il y a deux poids, deux mesures. Nous le savons, nous l'avons dénoncé depuis longtemps et les intervenants qui m'ont précédé l'ont réaffirmé. Les hôpitaux chez nous, les structures hospitalières sont structurellement sous-équipées, sous-dotées. Elles sont embolisées. Et des personnes chez nous sont décédées à cause de l'insuffisance de lits de réanimation. Pour un territoire, je prends l'exemple de la Martinique, c'est encore l'exemple que je connais le mieux. Pour un territoire comme la Martinique, mais c'est aussi le cas pour la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, pour un territoire qui est soumis en permanence à des aléas, des aléas climatiques, de tsunamis et autres. La Martinique comptait une vingtaine de lits de réanimation au moment du déclenchement de cette crise sanitaire. Une vingtaine de lits pour une population qui avoisine les 400 000 habitants. Des personnes sont décédées par manque d'oxygène. Et ça, c'est grave. Malgré la présence de cette ressource chez nous, et malgré les capacités exceptionnelles de production d'oxygène en Guyane. La Guyane, c'est tout près, et la Guyane, c'est la France. Des gens sont décédés par manque de moyens, par manque d'oxygène. Je note au passage qu'il a fallu 1 mois et demi pour nous envoyer de l'oxygène, alors que la situation était ô combien alarmante. Il a fallu 3 jours pour nous envoyer le GIGN. Donc, on voit bien que quelque part, il y a une contradiction, il y a un parti pris. Des protocoles n'ont jamais été appliqués chez nous. Je prends un exemple. Le 8 avril 2021, la Haute Autorité de Santé a validé un protocole pour toutes les personnes atteintes de COVID, toutes les personnes testées positives, avec une consultation obligatoire avec un médecin de ville, la fourniture d'un oxymètre, fourniture gratuite d'un oxymètre et 3 contrôles par jour par une infirmière, donc par la médecine de ville, pour vérifier le taux d'oxygénation des gens. Ce protocole n'a jamais été appliqué. Alors, il faut qu'on me dise si la HAS nous concerne aussi. C'est la Haute Autorité française de santé. Il n'a jamais été appliqué. Mais pire, les initiatives de la médecine de ville ont été constamment critiquées et boycottées par la médecine hospitalière. Il y a une logique d'exclusif hospitalier dans nos territoires, et plutôt que d'associer
la médecine hospitalière et la médecine de ville, on les a opposés, on a bloqué toutes les initiatives qui venaient des médecins, des infirmiers de ville qui sont, eux, sur le terrain, au plus près de la population. C'est quand même, là encore, un paradoxe extraordinaire. Alors, plutôt que de soigner, on a évité aussi toutes les solutions consistant à privilégier l'isolement thérapeutique. Alors, plutôt que de soigner, on a demandé aux gens, et ça a été dit, de prendre du Doliprane et d'attendre et que si ça s'aggravait, de venir à l'hôpital. Mais ce faisant, on a quelque part organisé, j'ai envie de dire, l'encombrement, la saturation des urgences, de l'hospitalisation, la saturation de la réanimation, la saturation de la morgue, et la saturation, en définitive, des cimetières. C'est ça qui s'est produit chez nous. Et plutôt que de reconnaître qu'il y a eu des failles ou des erreurs, voire des fautes qui ont été commises par nos gouvernants, mais ces gouvernants se sont entêtés. Et ça, c'est ce qui est le plus grave, en définitive. Ils se sont entêtés à culpabiliser les victimes. C'est ça qui s'est passé. On se souvient des discours qui fustigeaient, qui stigmatisaient nos populations qui étaient presque génétiquement rétives à la vaccination. Mais il y a des facteurs objectifs qui expliquent que nous n'avons pas plongé tête baissée dans les promesses, les engagements de ces gouvernants. On nous a traités de vaudouistes dans des médias officiels en France, expliquant que c'est le vaudouisme qui fait que nous sommes dans l'irrationnel des adorateurs de la Vierge Marie et que c'est pour ces raisons que nous avons été des résistants à la vaccination. Encore plus à la vaccination obligatoire. On a même parlé de taux d'alcoolisme, de taux d'illettrisme. Et quelque part, dans la communication de ce gouvernement et des médias aux ordres, dans cette communication, il y avait quelque chose de méprisant, d'intolérable pour nous. Donc, il ne faut pas être surpris que des personnes des voix se soient élevées, que des personnes se soient dressées contre finalement cette injonction à l'injection. Et puis, injonction qui est donnée avec beaucoup d'arrogance. J'ai personnellement été mis en cause par le ministre de la Santé dans l'hémicycle même de l'Assemblée nationale, me disant que si je n'appelais pas ma population, les populations d'outre-mer d'une manière générale à la vaccination, je serais tenu pour responsable personnellement des morts dans notre territoire. Vous voyez à quel point on a mis la pression sur les élus. Donc, c'est peut-être pas si étonnant que beaucoup d'élus de nos territoires, je ne généralise pas, mais que beaucoup d'élus de nos territoires n'aient pas eu le courage de se lever, de se dresser, de dénoncer. En Martinique, le pire a été atteint lorsque des forces de l'ordre, j'ai envie de dire du désordre, sont intervenues au sein même, à l'intérieur même du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France pour gazer des soignants, pour gazer des patients qui étaient sur des brancards. Alors, des forces de l'ordre, eux, non soumis à l'obligation vaccinale, ont été autorisés à gazer des soignants, à gazer des patients dans l'enceinte même de l'hôpital. Vous voyez le comble de l'indécence. Il faut porter ces informations-là au plus haut niveau. Il faut dénoncer, même au plan international, le fait même qu'en Martinique, par exemple, des détenus acceptant de se faire vacciner se sont vus proposer des remises ou aménagements de peine. Mais où est le rapport entre la vaccination et un aménagement de peine? Tous les moyens ont été utilisés. Je crois que cela, c'est le comble de l'irrationnel. L'obligation vaccinale, quant à elle, elle est non seulement inopportune, mais elle a aussi, et elle porte encore préjudice dans nos territoires. Serge Haribo l'a dit, Elie Domota l'a dit, Ivan Goué aussi l'a démontré. Comment peut-on appliquer une décision d'obligation vaccinale des soignants dans un territoire où 70% des personnes ne sont pas vaccinées?
Et j'ai interrogé aussi le gouvernement. Comment est-ce que si jamais en France, il y avait 70% de non-vaccinés, le gouvernement aurait osé prendre une telle loi, adopter une telle loi? C'est bien parce qu'en France, les taux de vaccination étaient très importants, très élevés, que le gouvernement s'est permis d'insister pour aller, comme dit, avoué le président de la République, emmerder les non-vaccinés. Mais dans nos territoires, avec plus de 70% de personnes non vaccinées, comment est-ce qu'on peut nous imposer le pass sanitaire, le pass vaccinal et l'obligation vaccinale? Dans des hôpitaux, des structures hospitalières sous-dotées en effectifs, comment peut-on se permettre de se priver de moyens, de quelque part, de soigner la population? On a marché sur la tête et on marche encore sur la tête. Et encore, aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Et l'exemple de l'ANAPAT, donc de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en attente de résultats d'analyse, des personnes qui sont peut-être atteintes de cancer et qui ne le savent même pas et qui ne sont pas soignées aujourd'hui. Comment peut-on accepter une telle réalité dans un pays qui se veut moderne, démocratique et un pays qui se veut développé? Jean-Philippe, merci. Merci de ces interrogations qui sont fondamentales parce que quand un élu de la République, de la démocratie, se pose des questions alors que normalement il est au cœur de ce qui peut se passer, de ce qui peut se réfléchir en termes de législation, en termes d'accompagnement des populations, en termes de débat de la société, c'est-à-dire c'est porter le débat dans l'hémicycle et pouvoir en fait témoigner de ce à quoi la population aspire en termes de liberté, de choix, comme le disait aussi Serge tout à l'heure, Serge Haribo. Vous représentez une population et vous vous faites interpeller et accuser. En tout cas, c'est ce que vous nous transmettez, accuser de ne pas suffisamment protéger la population en les encourageant à faire quelque chose que les gens ne veulent pas parce que tout simplement, ce n'est pas prouvé. Et que vous êtes interpellé violemment. Alors évidemment, donc, comme le disait le docteur Debat tout à l'heure, c'est le retour, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez été accusé, maintenant la crise sanitaire est plus ou moins en train de montrer que ça s'arrête, ou en tout cas c'est absorbé. Je vois en Suisse, il n'y a plus de port de masque, c'est fini même dans les transports en commun. Donc, le virus est rentré dans la vie. Hein, et donc, c'est vrai que quand j'entends quelqu'un qui intervient comme ça, brutalement, j'ai envie de dire, coupez le micro, s'il vous plaît, simultanément. Mais donc, c'est important que vous ayez ce rôle et j'espère bien que vous aurez d'autres élus qui vous accompagneront. J'ai bien vu passer dans le fil de la discussion des interpellations très cruelles vis-à-vis de certains élus de Martinique, où il y a beaucoup d'insatisfaction du rôle des élus. Vous concernant, il semblerait que les gens pensent que vous accomplissez votre rôle. Donc merci d'accomplir ce rôle, de porter la parole de citoyens, porter la parole de ceux qui ont quelque chose à dire et qui veulent le dire et qui veulent se faire entendre. Je vais vous proposer d'écouter, avant de faire le tour, de vous dire, mais allez-y, donnez votre slogan mobilisateur. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Hilaire Annonay a un message à transmettre de la part de quelqu'un qui aurait bien aimé être parmi nous, qui a tout fait pour que nous soyons aussi ensemble, que vous soyez ensemble, et qui a été mobilisateur dès la première émission que nous avons faite au mois de janvier. Donc Hilaire, si tu veux bien, Hilaire qui est médiateur professionnel, un de mes confrères de Martinique, si tu veux bien, tu as la parole. Je te remercie, Jean-Louis. Oui, voilà. Donc, je voudrais avoir une pensée pour Raphaël Goulding, qui est sapeur-pompier Hostis, hein, et donc il n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous, car il doit assurer ses missions de secours à la population. Donc, merci également à Raphaël pour tout ce qu'il a fait. Il a œuvré donc pour réunir les participants de ce plateau de grande qualité. Voilà, et pour comprendre son positionnement dans notre paradigme,
de l'entente et de l'entente sociale. Donc, je vais vous citer une citation qu'il aime justement particulièrement. Il dit donc: ce qui compte, ce ne sont pas les individus, mais le collectif. C'est une citation donc de Nelson Mandela. Et il aime rajouter en plus, ensemble, nous sommes plus forts. Donc, merci Raphaël pour ta contribution. Et en même temps, je vais profiter pour remercier tous ces intervenants pour leur implication dans ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Hilaire. Alors, je vais donner la parole comme ça. Déjà, le docteur Moulanier c'est esquissé, mais peut-être que vous avez un dernier mot. Alors, quand je dis dernier mot, c'est vraiment un dernier mot. C'est quoi votre dernier mot? Mon dernier mot, il serait à l'attention de mes confrères médecins. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quitter la peur, quitter je dirais, sortir de notre silence et oser rappeler les valeurs de notre profession, être là pour aider, pour soigner, pour accompagner. Et j'ai envie de dire à la population que nous sommes là, nous médecins, avec vraiment des valeurs importantes. Nous avons prêté serment, le serment d'Hippocrate, primum non nocere, et j'invite tous mes confrères à vraiment réfléchir et dans les actions qu'ils posent, dans ce qu'ils acceptent, et même si ça vient d'une autorité, je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir se regarder devant une glace, droit dans les yeux, et être en phase avec ses valeurs. J'ai fini. Merci docteur Moulanier, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais continuer, je pourrais dire... mais nos amis de Guadeloupe ne sont pas là. Donc, Ivan, vous avez la parole. C'est votre dernier mot. Bon, votre dernier mot ici, mais ce ne sera pas votre dernier mot dans la vie, ça, j'en doute pas. Vous avez encore un mot? C'est vrai qu'avec mes camarades de la Martinique, de la Guadeloupe, syndicalistes, ce que j'aimerais dire, c'est merci à cette population que nous représentons, qui en fait... au-delà des clichés, en fait, a dit non à assumer ce non, ne s'est pas vacciné par rapport à toute la communication qui s'est faite. Donc, merci à eux de continuer. Effectivement, n'ayez pas peur, tous autant que nous sommes. Force aux soignants, parce que finalement, dans cette guerre, dans cette machine, c'est eux qui sont la cible, en fait, finalement, aujourd'hui, de cette gestion. Donc, force aux soignants, nous sommes tous ensemble pour la vie, en fait, pour la vie et pour le droit au respect aussi, surtout. Le respect est très important et salutaire. Merci, Ivan. Et donc, tous mes encouragements pour les moments difficiles que vous allez traverser avec le sourire, je vois bien, parce que rien ne vaut la légèreté. Je vous remercie aussi beaucoup de votre sympathie et de l'agréable moment que vous avez partagé avec nous, malgré la difficulté qu'il y a de témoigner de tout ça. Serge Haribo, si vous voulez bien, vous avez le mot également, encore un mot, pour dire ce que vous souhaitez dire en une phrase, ou deux. Ou trois. Ah non, pas trois. Non. Difficilement pour des orateurs comme vous de nous exprimer en une phrase. C'est un exercice très difficile. Comme je le dis toujours, nous sommes là toujours à conjuguer les choses au passé, au présent et au futur. C'est notre rôle parce que c'est l'humanité qui s'exprime ainsi. On n'est pas dans une lutte sectorielle, on est dans une lutte où est-ce qu'on met en avant l'humain. Et ce que nous souhaitons, c'est que véritablement ces notions soient véritablement comprises. Elles demandent d'avoir du sens dans la vie, elles demandent d'avoir de l'unité entre nous, de la recomposition et de faire en sorte que nous puissions tous ensemble revoir les choses et reconstituer ce tissu important qui est un tissu humain et qui va se développer, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de toutes les activités que nous avons à avoir. Aujourd'hui, c'est centré sur la santé, c'est un élément essentiel, mais je crois qu'il est indispensable que tout un chacun pense et réfléchisse au futur qui va demander qu'on retravaille ensemble, qu'on se remette ensemble.
qu'on ne soit plus dans une crise qu'on veut nous faire croire et qui doit nous enfoncer. L'essentiel, c'est de savoir qu'on doit pouvoir revivre ensemble et qu'il nous faut préparer cette nouvelle vie ensemble différemment, avec des critères différents, des références différentes, comprendre le passé, vivre le présent et penser l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Serge. C'est un plaisir de vous réentendre, de reparticiper j'espère, avec une amélioration forte de ce qui va pouvoir se passer là dans les prochains jours ou peut-être dans les prochaines semaines. Merci. Je vais donner la parole encore une fois et pour conclure au docteur Doba, si vous voulez bien avoir un mot de conclusion. Eh ben, écoutez, c'est une belle, vraiment, au-delà de l'émission, c'est des belles personnes, des belles âmes, j'allais dire, qui se sont retrouvées. Et en tout cas, c'est de garder l'espoir, de voir que, comme disait tout à l'heure Serge, c'est-à-dire que c'est du point de vue de notre humanité que cet espoir que nous avons de lendemain meilleur, que demain soit meilleur, c'est-à-dire de réaffirmer nos valeurs aujourd'hui, nos valeurs, et en fait, tout en tirant le bilan, mais sans rancune, sans haine, parce que effectivement, c'est ensemble que nous devons travailler, et il faut garder la confiance, il faut relationner, il faut se respecter, voilà, sur des bases nouvelles, construire cette nouvelle humanité et qu'il n'y a qu'une race humaine. Et c'est dans cette dimension, même si c'est décliné de telle ou telle manière à tel endroit, quelque part, c'est ces valeurs qu'il faut décliner, qu'il faut incarner et qu'il faut vivre maintenant pour servir la santé et les autre domaines. Merci beaucoup. J'ai un message de la part de la Guadeloupe qui dit, mais voilà, si en fait M. Demota et M. Clavier ne sont pas avec nous, ne pensez pas que c'est un abandon. Au contraire, vous pouvez les rejoindre en Guadeloupe. Il y a un rassemblement du collectif à Petit Canal. C'est ce qui explique leur absence, parce qu'ils sont justement à Petit Canal. Alors moi, je vous le dis, vous pouvez y aller, si vous êtes en Guadeloupe, évidemment. Et ce n'est pas facile forcément de se déplacer, mais néanmoins, vous pouvez les rejoindre, ils sont là-bas. Donc, ils ne peuvent pas être là-bas et ici tout de suite. Maintenant, je vous remercie, docteur Doba. Vous avez encore un mot, Jean-Philippe Nilor, qui va donc peut-être porter la parole un peu plus fortement à cette Assemblée nationale qui va finir par se démasquer. Oui, absolument. J'y tiens parce que c'est un combat que nous devons mener. Déjà, je tiens à vous remercier vraiment de cette initiative parce qu'il est important de nous donner la parole ou d'échanger parce que l'échange, c'est la meilleure garantie d'un enrichissement mutuel. Trop souvent, notre parole a été caricaturée. Trop souvent, on nous a fait passer pour des anti-vax primaires, des complotistes, etc. Je ne sais quel terme péjoratif. Nous avons, je crois, grâce à cette émission, pu démontrer que l'épidémie et l'hécatombe et tous ces morts qu'il y a eu chez nous, que nous avons été touchés dans nos familles, dans nos chairs, j'ai perdu des proches, des amis, des parents, que tous ces morts n'ont pas été le fait de la non-vaccination, mais bien précisément le fait que nous n'ayons pas eu les moyens de soigner, que même les médecins qui osaient avec courage soigner pour quelque part un hommage à leur vocation ont été montrés du doigt, ont été sanctionnés. Donc, nous avons pu démontrer, je le pense, qu'il y a un problème qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profond. On n'a pas soigné des gens alors que c'était possible de le faire pour éviter cette hécatombe. Donc, ce que je retiens de positif vraiment dans tout ça, c'est que l'union nous permet de résister, nous a permis de résister, parce qu'on a eu le sentiment souvent que les mesures qui étaient prises, des mesures liberticides, parce que je rappelle qu'on a préservé jusqu'à cette semaine un couvre-feu, mais injustifié dans nos territoires de Guadeloupe et de Martinique et de Guyane. On a subi des confinements alors même qu'on avait des taux d'incidence qui étaient plus bas qu'ailleurs.
il est plus bas que dans beaucoup de territoires de l'Hexagone. On a eu le sentiment qu'on a voulu nous punir. D'avoir résisté et nous avons résisté grâce à l'unité et la solidarité. Donc, c'est le message d'espoir que je retiens. Plutôt que de nous diviser, nous gagnerions à nous unir, à être solidaires dans tous les combats à venir et il y en aura. Merci beaucoup. Le message d'unité, de mobilisation, d'action commune, en fait de confiance aussi. De confiance, je l'entends, ayez confiance, hein, j'entendais, ayez confiance dans votre médecin. Et puis, du côté des médecins, c'est aussi reprenez confiance dans vos compétences. Ne restez pas embarqués par un discours. Quand j'entendais Alix Moulanier au début parler, elle dit je n'ai pas de conflit d'intérêt. Mais il y a plein de médecins qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Mais regardez bien, attention à ne pas vous faire embarquer par des conflits d'intérêts. C'est ça l'interpellation qu'il y a. Et puis, reprenez confiance. Reprenez confiance et c'est comme ça que la population pourra vivre dans une démocratie qui va ressembler à ce qui nous intéresse. Alors, une humanité plus unie. Alors, tout à l'heure, c'était Mandela qui était cité. On pourrait rappeler aussi la pensée de Martin Luther King qui parlait bien il faisait le rêve d'une humanité qui était unie, hein, et solidaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Et je vais donner la parole pour conclure avec le dernier mot. C'est toi, Hilaire, qui va conclure, à ta grande surprise. Mais mon ami, c'est toi que je confie la dernière parole. Et quand tu auras mis la dernière parole, je mettrai l'affiche et ce sera la fin de l'émission. Ben, écoute, je te remercie Jean-Louis pour cette surprise. Je n'ai rien préparé, mais ce que j'ai retenu quand même comme mot-clé, c'est l'humanité, très très important dans ce qui a été dit, la confiance également, qui doit exister, sinon les relations entre personnes, les relations de l'entente et de ce qu'on dit également de l'entente sociale, c'est-à-dire dans la société, ces relations ne peuvent pas exister s'il n'y a pas cette confiance. Voilà, donc c'était extraordinaire ce qui s'est passé. J'ai lu également les commentaires et je me dis qu'il peut y avoir effectivement un après ce webinaire. Voilà, c'est un message d'espoir et je reste confiant pour la suite de l'événement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous. Merci de votre mobilisation, merci de votre intérêt pour la profession également de médiateur et également pour toute la mobilisation que vous pouvez faire pour défendre vos libertés, pour pouvoir assurer la qualité de vie dans notre société. Merci à tous et nous vous invitons à suivre nos émissions sur mediator.tv. Vous pouvez retrouver également sur mediator.tv la précédente émission que nous avions enregistrée sur la Martinique avec Serge Haribo et l'ensemble des acteurs sociaux. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais pour une action solidaire et une action pour promouvoir la confiance dans la population. Merci beaucoup. Merci aux élus qui ont participé. Merci aux médecins. Merci aussi à l'ensemble des médiateurs professionnels qui ont participé à cette action. Merci à Raphaël Golding pour son action de mobilisation et de coordination. Au revoir.